Bonjour à tous et bienvenue pour cette review de l'épisode 2 de Saint Seiya Santiago. Avant de commencer, je sors de l'apéro de fin d'année de boîte, donc si mes propos perdent un peu en cohérence au fil de la vidéo, c'est la faute au houblon, vous savez à qui vous plaindre. On va commencer par décortiquer cet épisode, enfin on va décortiquer cet épisode dans l'ensemble de cette vidéo. On va regarder ce que personnellement j'ai aimé, ce que personnellement j'ai moins aimé, ce qui selon moi s'éloigne un petit peu de l'univers, et comme premier point, les amis, j'ai lu le manga. Et ben oui, je me suis dit que pour pouvoir vous proposer une critique concrète, il allait falloir que je lise le manga. Et effectivement, on va en reparler un petit peu en fin de vidéo. L'idée là, c'est pas de faire une comparaison du manga et de l'anime, mais bel et bien une review de la version animée. Cela dit, à la fin, on parlera quand même un tout petit peu des différences. Je vous invite aussi à faire vos retours sur les reviews dans les commentaires, puisque toutes les 5 reviews, je prendrai les questions et les... j'ai envie de dire les idées qui reviennent le plus dans les commentaires en termes d'incohérence, etc. Et je tenterai de faire une vidéo pour y répondre. C'est parti les amis, on va commencer par un peu le début de l'épisode et l'apparition de Jabu, un de mes saints préférés, un peu en mode caché. J'aime bien le personnage parce qu'il se développe un petit peu différemment. Quelque part dans la version originale, c'est un peu l'antagoniste de Seiya, surtout au début. Et là, eh ben, on développe un personnage qui va prendre un point, je pense, plus important dans l'anime et dans le manga aussi. Et c'est assez intéressant de voir ce Jabu sous un autre angle que le petit rival de Seiya qui ne tient pas la route face à lui. On va en reparler un tout petit peu dans une autre scène, notamment avec Toki. Je rappelle que bien sûr, si vous n'avez pas vu l'épisode, il y aura plein de spoils. Donc ne regardez pas cette vidéo avant d'avoir vu l'épisode si vous ne voulez pas être spoilé. Une partie de l'anime qui est très importante selon moi, c'est la petite présentation de la Kido Family. On en a parlé beaucoup, et là on peut légitimement s'interroger. Est-ce qu'ils font cadrer l'anime Santiago avec la version du manga, qui, je rappelle, nous dit que tous les saints, les 100 saints qui sont envoyés pour acquérir les armures dans les sanctuaires, sont les enfants de Kido, ou la version anime qui nous dit que ce sont des orphelins adoptés par Kido. En termes de background du personnage, ça change un peu la nature du bonhomme quand même. Là, on n'a pas tellement de détails. Elle nous dit simplement, en voyant le tableau, qu'il y a 100 garçons que Kido a envoyé combattre. Il n'y a pas plus de subtilité et de détails par rapport au background de ces scènes. Et du coup, on ne peut pas tellement savoir à quelle version ils se sont accrochés. Je pense que c'est volontaire de leur part, ça pour le coup. La grosse partie de cet épisode, c'est bien sûr, on va appeler ça l'entraînement de Shoko. Qu'on se le dise, j'ai trouvé ça un petit peu expédié. On va y revenir aussi, surtout par rapport au manga. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que Shoko, par rapport à Kyoko, est mis, qui disent clairement, on le dit clairement dans le premier épisode, elles ont mis 5 ans à obtenir leur armure. Et ben là, on nous parle d'une formation rapide, un peu en mode scred, vas-y, tac, en 2 semaines, je chope le tout. Comment ça marche et est-ce que c'est justifié dans l'épisode? J'ai eu un petit peu peur. Alors, il justifie ça un peu à la zob selon moi, en disant que dans la formation complète, on étudie aussi apparemment les arts, l'histoire et l'éthique. J'entends bien, en sachant que de nombreux combats de Saint Seiya se résolvent plus par la morale que par le coup de poing en réalité. Mais bon, j'imagine que le gros de l'entraînement, c'est quand même la baston. C'est quand même apprendre à se battre et à devenir un saint fort. Elles mettent 5 ans pour apprendre à devenir des saints, l'éthique, l'histoire. Et elle, on va voir que en un épisode, grosso merdo, peut-être 2 épisodes, ça devient une saint, quoi. Donc c'est vraiment extrêmement raccourci. En gros, ça veut dire quoi? Elles ont 2 jours d'entraînement et 4 ans et demi d'histoire de l'art. Moi, j'y crois moyen. C'était un peu limite comme justification. Mais on va dire que suspicion de crédulité consentie, je crois que ça s'appelle. On va dire ça quelque chose comme ça. Voilà, on va s'en tenir, on va dire que ça passe. Petit détail, je trouve que Tatsumi a perdu un peu de points. Il est un peu en mode Tatsumi agent 47, on le voit pas beaucoup. Mais voilà, il est beaucoup plus fin, il paraît moins bourru, moins papa protecteur que dans la série anime classique aussi, je trouve. Shoko, donc, dans cet épisode, va devoir rencontrer, on va dire, Mayora, le chevalier du pan, qui pète la classe, je trouve, vraiment, en termes de personnage, de style, de character design, ça le fait vraiment bien, même si le pan comme animal totem, on va dire, c'est pas forcément le plus badass non plus, mais voilà, pour le fond, le personnage est bien, l'intrigue est très bien fichue, je trouve. Shoko, à la base, ça devait être la réincarnation d'Eris, donc par défaut, elle a une part maléfique en elle. Jusque-là, j'entends bien. Cette part maléfique est matérialisée quelque part dans l'épisode par son égoïsme vis-à-vis du fait d'avoir envie de devenir une saint
de devenir puissante uniquement pour sauver sa sœur. À la base, l'idée de chevalerie sanseiesque, c'est un altruisme commun à l'ensemble de la population. C'est un altruisme, c'est un humanisme profond. Et là, elle, c'est vrai qu'il y a un petit côté égo, elle le fait pour sa sœur. Elle le fait pour Kyoko, pour la sauver. Et le fait que Mayura assimile ça à du poison, c'est le mot qui est utilisé dans la traduction, eh ben ça me plaît. Ça me plaît parce que je trouve qu'on a un développement du personnage. Au moment, par exemple, toute la phase où elle se fait sceller et qu'elle se décèle, qu'elle a cette espèce de conflit avec sa part sombre, représentée par le serpent. On est toujours dans ce champ lexical de l'Éden. Ça match, ils reprennent un petit peu à droite à gauche les mythologies, ça pose pas de problème. Et ben j'ai trouvé que ça marchait bien. On a une évolution du personnage qui, dans le premier épisode, est présenté clairement comme une schoolgirl, un peu fofolle, comme ça, qui fait de l'humour et tout. Et là, non, on a une dualité entre le côté mauvais du personnage et son envie de devenir gentil, de devenir altruiste profondément. Et j'ai bien aimé ce passage. J'ai trouvé que ça match. Le moment où elle se libère du sceau de Mayura, ça marche aussi. On en reparlera un tout petit peu après par rapport à la version manga. La rencontre Saori-Eris, qui fait simplement suite à la rencontre Saori-Ate de la ruine. Concrètement, elle reprend les propos qu'Ate avait eu dans le premier épisode en les étoffant un petit peu, toujours en mettant Athéna face à ses propres contradictions de déesse de la guerre. C'est un rapport qui me plaît. J'espère qu'ils vont le développer, mais qu'ils vont quand même pas nous le remettre à tous les épisodes non plus, avec chaque adversaire que va croiser Saori ou Athéna, en fonction du nom que vous lui donnez. Mais voilà, pour le coup, la rencontre Saori-Eris rend bien, parce que elle fait suite et écho à la rencontre d'Ate et de Saori dans l'épisode 1. Et il y a un petit rapport comme ça, on sent qu'Athéna est un peu frêle, et un peu fragile face à Eris, un peu gamine encore. De nouveau, on la sent supérieure. Et moi, j'ai bien aimé ce rapport. Le deuxième gros passage de cet anime, c'est Toki. Toki, le premier chevalier fantôme de Santiacho, donc ressuscité par Eris. Alors pour le coup, on comprend dans l'épisode qu'il est mort à l'entraînement pour devenir chevalier, à la base a priori. Avec d'autres de ses camarades, il n'aurait pas survécu à l'entraînement pour devenir saint. Bon, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la chose. Et il a quand même une armure. Il a quand même une armure au final. Si on compare à l'OAV de base avec Eris, etc., ok, c'est des résurrections de chevaliers, mais c'est des chevaliers qui avaient terminé leur formation, qui étaient des saints, qui sont morts, qui sont ressuscités. Orphée, etc. Là, pour le coup, si on veut enculer un petit peu les mouches, on peut se demander quelle armure il porte, vu qu'il n'a jamais fini sa formation de saint, il est mort pendant l'entraînement. Donc il porte l'armure du chevalier d'argent du noob, quoi. Mais bon, de nouveau, c'est vraiment un peu pour enculer les mouches. Par contre, là, j'ai trouvé vraiment ce passage avec Toki beaucoup trop expédié. J'ai calculé, ça commence à 14 minutes 40, ça se termine à 17 minutes 15. L'apparition du personnage, l'intrigue autour de l'existence du personnage, le combat du personnage, la mort du personnage. 3 minutes. C'est super court pour créer une empathie, pour créer une forme d'émotion avec cette scène. Et ça, j'ai trouvé un petit peu dommage. Je pense que ça va être un des défauts majoritaires qu'on va retrouver dans l'anime Santiacho. Je répète, on va y revenir un petit peu dans la deuxième partie de la vidéo. Autre petite chose qui m'a un poil gêné de nouveau, si on veut vraiment aller titiller. Mi, elle fait quoi pendant ce temps-là? Elle coiffe Athéna. Elle agit pas. Alors il y a Jabu, ok, j'entends bien. On fait intervenir Jabu. Peut-être que Toki est là presque uniquement pour ça, pour montrer que Jabu est badass, qu'il peut se battre, il met même pas son armure, il le défonce, etc. Mais bon, Mi, elle est là à côté, et puis elle fait son rôle de maid, elle coiffe Athéna. Une scène un petit peu rushée, un petit peu expédiée, qui avait certainement plus de choses à raconter, même si elle raconte quand même des choses. L'histoire de Toki en soi, c'est pas si mal, mais traitée, selon moi, de nouveau, beaucoup trop rapidement. Le ending, les amis, le ending avec Ayala et Milo, qui est assez bien mené, j'ai trouvé aussi. Attention spoil, à ce moment-là de l'histoire, le grand pop, c'est bien sûr déjà Saga des Gémeaux, Evil Saga. Du coup, on comprend tout à fait qu'il ne veuille pas donner l'ordre au Chevalier d'Or d'aller aider Athéna, puisque lui, limite, ça l'arrangerait bien, si on extrapole un petit peu, qu'Athéna, elle se fasse buter par Eris, c'est tout ça de moins qu'il aura à faire plus tard. Donc concrètement, là de nouveau, le non-interventionnisme des Gold Saints, on voit, Ayo qui dit à la fin, en se tournant, et Ayo qui dit à la fin, en se tournant, voilà, on n'agira pas sans les ordres du grand peuple, on n'agira que sur les ordres du grand peuple. Ça match, on va avoir une justification du non-interventionnisme de la majorité des Chevaliers d'Or, parce qu'il y en a quand même des qui vont interagir avec l'histoire, mais voilà, une petite scène qui cadre, les personnages sont très bien dessinés, moi je trouve que ça rend bien, c'est des Gold Saints qui m'ont fait vibrer, j'avais envie de les voir animés et dessinés comme ça, en tout cas moi ça m'a plu. Alors comme j'ai dit, je veux pas comparer l'anime au manga, on est dans des formats qui sont différents.
la vitesse, le rythme de l'animation ne doit pas être le même que le rythme du manga et c'est normal, ils sont obligés de raccourcir, c'est beaucoup plus court, ils ont moins d'épisodes pour raconter la même chose. Je pense notamment au combat, à l'affrontement entre Shoko et Mayura. Dans le manga, il est beaucoup plus développé avec les deux élèves de Mayura. D'ailleurs, elle rencontrera Mayura bien plus tard. D'abord, elle se fait rouler dessus par ses deux sbires bien proprement avant. C'est raccourci, toute la partie où elle est scellée aussi, etc. Il y a beaucoup plus de, on va dire, de fond dans l'intrigue. Mais ça gêne pas parce que le raccourci scénaristique est fait pour que ça cadre avec la durée de l'épisode et on comprend. Les tenants et les aboutissants sont les mêmes, les réflexions sont les mêmes. Ce qui me gêne beaucoup, en revanche, c'est qu'ils ont complètement cuté des scènes entières du manga. Je pense notamment au rapport des personnages dans l'Éden noir. Il y a de nombreuses scènes qui nous montrent les rapports des dryades entre elles. Là, on a Malice qui apparaît dans cet épisode 2 qui est introduit, mais à peine, hein. Alors que dans le manga, on a une réelle introduction de ce personnage, avec ses échanges, avec ses liens avec d'autres personnages de l'Éden noir, je ne vais pas spoiler trop loin non plus. Et bien là, on a l'impression quand même qu'ils n'avaient pas le temps, qu'ils n'arrivaient pas à mettre toutes ces informations, et ça peut desservir l'intrigue. On peut manquer d'informations, à terme, ça peut, pas pourrir, mais ça peut rendre certains rapports entre des personnages un petit peu flous pour ceux qui ne liraient pas le manga à côté, et puis se dire, ouais, ces rapports, ils sont quand même vachement raccourcis. Eh ben, c'est pas parce que ça n'existe pas dans le manga, c'est simplement parce que ça a été complètement amputé dans l'anime. Ce qui veut pas dire que peut-être on n'aura pas un épisode filler, je dis n'importe quoi, qui parlera que de l'Éden noir et où ils packeront toutes ces scènes qu'il y a dans le manga, etc. Mais là, en tout cas, pour la version animée, eh ben, il y a pas mal de parties scénaristiques vraiment qui sont complètement absentes. Et ça, bah, c'est un peu dommage. Dans l'ensemble, j'ai été plutôt satisfait par cet épisode. Le rythme est bon, l'ambiance est largement plus dark, largement meilleure. Je vais faire un peu taper sur les doigts hein, en disant meilleur, mais meilleur que dans le premier épisode. Hein. Il y a plus petit côté schoolgirl et humour potache de manga teenage comme ça. C'est vraiment sur de l'ambiance sanseiesque. Les échanges sont bien. Je trouve que la musique rythme bien aussi l'épisode. C'est pas transcendant, hein. C'est pas Pegasus Fantasy, mais ça marche, ça rythme l'épisode comme il faut, l'histoire avance, et même s'il manque des bouts, eh ben, on arrive largement à comprendre les tenants et les aboutissants, on arrive à créer des liens avec les personnages, en tout cas les protagonistes. Je pense que ça va être plus compliqué avec les antagonistes, de par l'absence de ces pans de scénario existants dans le manga, où on nous raconte l'Éden noir, mais dans l'ensemble, eh ben, j'ai passé de nouveau un bon moment. J'espère que cette review vous a plu, que vous avez aussi passé un bon moment en regardant l'épisode et peut-être même en regardant la review. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, et moi je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle review sur Santiacho, et à tout bientôt pour des lives et des vidéos. Ciao tout le monde!